Un peu plus tôt cette année, je vous ai présenté les 3 jeux qui, selon moi, étaient les meilleurs jeux de 2019. Mais là, il y a un petit problème, c'est qu'un nouveau compétiteur vient d'arriver dans l'arène. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose ma critique de l'excellent Maracaibo, un jeu d'Alexander Pfister pour 1 à 4 joueurs. Alors dans mon dernier Quoi de neuf, je vous en ai parlé un peu, mais pas trop non plus parce que je vous avais dit que j'allais être de retour à l'assaut avec une critique complète du jeu. Alors c'est ce dans quoi nous nous apprêtons à plonger. Donc, ma critique de Maracaibo, je vous explique un peu comment je vais procéder. Je ne vais pas entrer dans les règles du jeu parce que ce n'est pas mon mandat. Je veux seulement faire ma critique, donc vous dire ce que j'ai pensé du jeu. Je vais d'abord vous expliquer 2-3 éléments en lien avec le jeu que j'aime beaucoup. Je vais après ça enchaîner avec les points positifs, quelques points négatifs ou constructifs en lien avec le jeu, quelques comparaisons avec les précédents titres de Alexander Pfister, entre autres Great Western ou Great Western Trail. Et je vais également vous dire tout de suite que ma critique se base sur différentes expériences de jeu dans 2 configurations, soit celle à 4 joueurs et celle en solitaire. Donc je n'ai pas joué à 2, je n'ai pas joué à 3 et j'ai joué un total de 6 parties. Alors prenez ça en considération tout de même et sachez que j'ai joué parmi ces 5 parties en solitaire et une seule avec d'autres humains autour de ma table. Donc je vous parlerai entre autres dans cette critique également de l'aspect multijoueur, de la campagne qu'il est possible d'explorer, si on veut, ou d'expérimenter dans ce jeu, mais surtout, parce que c'est principalement cet aspect-là que j'ai exploré, l'aspect de jeu en solitaire, ou ce mode de jeu tout simplement. Alors commençons avec quelques éléments que je veux pointer. Premièrement, les règles du jeu. Alors les règles sont contenues dans ce merveilleux livret, juste ici, et je dois dire qu'on s'y perd un peu. J'ai vraiment trouvé que les règles sont assez fluides en termes de compréhension. C'est assez facile de se retrouver dans le livret de règles et tout ça, mais il y a certains aspects où est-ce qu'on doit vraiment naviguer, peut-être que c'est en lien avec la thématique, là, je sais pas, d'une page à l'autre, parce que là on parle de quêtes au début, on vous introduit c'est quoi le concept des quêtes, et là plus tard dans le livret, on va vous expliquer comment on fait pour récupérer des quêtes, et plus tard encore une fois, on y fait encore allusion, on vous parle des jetons histoire qui sont aussi des quêtes mais différents. Alors plein de petits détails comme ça qui nous obligent à voyager d'une page à l'autre pour que ça fasse du sens, mais grosso modo pour vos expériences de jeu en multijoueur, ça reste compréhensible, pas de problème. Là où ça devient un peu particulier, c'est lorsqu'on explore le mode en solitaire. Et je vous explique pourquoi. C'est qu'on dirait vraiment que les personnes qui ont mis au point ou traduit peut-être, parce que de ce que j'ai vu sur certains sites, c'est principalement des erreurs de traduction, mais on dirait que les personnes qui ont été en charge de l'écriture des 2 pages de règles pour la variante en solitaire se sont vraiment fixés comme objectif en disant bon, ok, les règles de la variante en solitaire, il faut absolument que ça tienne en 2 pages, pas plus. Donc, il semblerait qu'il y ait des petits trous d'information ici et là quand même. Ça, c'est assez dommage parce que ça manque de clarté, ça manque de clarification, des petites circonstances qui sont pas claires du tout. Qu'est-ce que l'automa, parce que le jeu va se jouer en automa, on va en reparler un petit peu plus tard, mais qu'est-ce que l'automa devrait faire dans telles circonstances bien précisément? Des petits trous comme ça, où est-ce qu'on doit interpréter, on doit aller fouiller sur Internet pour avoir la version originale en allemand, je crois, voir la traduction qui a été faite de façon un peu boiteuse, ce qui fait en sorte que eh bien, ce qu'on a comme information ici est imprécis. Alors ça, c'est dommage un peu quand même là, pour la version en solitaire.
pour lesquels les règles sont pas très précises, du moins dans la version anglaise. Vous devez savoir que la version française va nous être proposée par Super Meeple. D'ici quelques mois, je crois avoir aperçu sur Internet le mois de mars comme sortie officielle. Alors, Super Meeple, on compte sur vous pour une traduction impeccable des règles, basée non pas sur les règles anglaises, mais sur l'original. On compte sur vous. Sinon, eh bien, vous devez savoir que le petit aide de jeu juste ici est très utile. On réussit beaucoup en cours de partie à s'y référer pour savoir, bon, ok, quelle option s'offre à moi, qu'est-ce qui se passe dans cette étape-ci, entre autres l'étape de combat, qui est un peu comme l'action la plus complexe du jeu, ou celle où il y a le plus d'étapes. Alors, on nous tient par la main et on nous dit, bon, si vous décidez de combattre, voici les étapes à suivre. Alors ça, c'est très bien. De l'autre côté, on voit également là, une petite division des cartes qu'on peut retrouver pendant la partie et quelques explications de celle-ci. Donc, les aides-mémoires sont franchement très utiles. Donc, on a mis ça de côté, le bloc concernant les règles, avec ce petit bémol que j'avais avec la clarté ou les clarifications sur certains points. Maintenant, on plonge dans le jeu. Donc, Maracaibo, c'est un jeu qui, on comprend pourquoi, est souvent comparé à Great Western, qui est un peu comme son prédécesseur, son grand frère. Alors, si je vous montre le plateau de jeu, peut-être que ce sera un peu plus clair pour vous qui avez sans doute déjà joué à Great Western. Alors, nous avons ici cet immense plateau qui représente l'archipel des Caraïbes, dans lequel nous allons progresser avec notre petit bateau. Et là, je ne suis pas en train de vous expliquer les règles, mais vraiment de faire un survol d'une comparaison pertinente avec Great Western, parce que, en fait, tout ce que vous voyez ici, c'est un circuit. On va naviguer à travers cet archipel 4 fois durant la partie. On aura un mouvement prédéterminé entre 1 et 7, et à notre tour, c'est à nous de décider combien d'espace qu'on décide de parcourir. Beaucoup à la Great Western, dans lequel on a un mouvement de 1 à 3, je pense qu'on peut améliorer là, avec certaines améliorations, mais ici 1 à 7 pour Maracaibo, et à chaque fois qu'on va s'arrêter, eh bien c'est l'endroit où est-ce qu'on va effectuer nos actions. Donc on a toujours la possibilité de se dire, bon ben je vais tout simplement voyager plus lentement, ça va me permettre d'arrêter à tous les stops dans les cités, dans les villes, dans les lieux d'exploration, tout ça, oui, mais aussitôt qu'un joueur arrive à la fin, juste ici, il déclenche la fin de la manche, et là, tous les joueurs, en fait, ça laisse un tour ou 2 selon le moment de la partie où est-ce qu'on est rendu aux autres joueurs pour faire une dernière ou 2 dernières actions avant de déclencher la fin de la manche, faire le décompte de points de la manche, et tout le monde revient au point de départ. On commence un nouveau round à ce moment-là. Alors que dans Great Western, c'est pas la ligne d'arrivée nécessairement qui déterminait la fin d'une manche ou quoi que ce soit. C'est vraiment difficile de garder en main cet immense plateau, mais c'est un aspect très intéressant, je trouve, parce qu'on est vraiment en train de expérimenter l'aspect de course, parce qu'on a cet aspect-là qui est présent à 100 000 à l'heure dans ce jeu, où est-ce qu'on a toujours l'impression d'être à la dernière minute ou à perte d'haleine pour réaliser ce qu'on veut faire, parce que oui, on veut s'arrêter dans toutes les villes, on veut s'arrêter dans toutes les cités, on veut explorer si on en a l'occasion, on veut combattre, on veut améliorer notre bateau et tout ça, mais on doit toujours regarder où est-ce que les autres joueurs sont rendus et est-ce qu'ils ont le potentiel de terminer la manche. Alors ça, je dirais que c'est la plus grande comparaison avec Great Western, cet aspect de rondelle ou de parcours qu'on doit explorer et gérer. Mais sinon, bon, il y a d'autres ressemblances ici et là, entre autres dans les différentes stratégies. Dans Great Western, on avait la possibilité d'avoir 3 stratégies principales, si on veut. Ici, c'est vraiment la richesse. On a une tonne de possibilités qui s'offrent à nous, et ça, c'est vraiment le point positif que je veux souligner, encadrer, surligner, mettre en gras, en évidence, l'ouverture dans ce jeu-là. Ce n'est pas un jeu bac à sable, mais vous allez vraiment devoir
expérimenter, faire plusieurs parties pour essayer toutes les différentes stratégies. Il est possible de se consacrer sur le combat, aller combattre pour d'autres nations et donc récupérer des points de victoire de cette façon-là, mais ou quelques petits avantages, mais surtout aller chercher de l'influence auprès de ces nations-là, ce qui va nous donner des points en fin de partie. C'est possible d'aller explorer, ce qui va nous donner plein de petits bonus, mais également possiblement des avantages. C'est possible d'améliorer notre bateau, ce qui va nous donner selon certaines circonstances, des points immédiatement en fin de partie, des fois des bonus, des fois tout simplement des améliorations. Par exemple, à partir de maintenant, au lieu d'avoir 4 cartes en main, je peux en avoir 6. Je peux maintenant recruter les cartes qui sont face visible gratuitement, alors au lieu d'avoir besoin de payer. Donc des petites améliorations sur notre plateau personnel, un peu également à la Great Western, mais vraiment on en a une panoplie, on ne pourra pas nécessairement tous les améliorer en cours de partie, donc beaucoup de choix à faire avec ça, des choix à faire avec les cartes qu'on va décider de recruter également et comment on va les utiliser, parce que dans ce jeu-là, on a plus de, je sais même pas, 170 peut-être plus cartes multi-usage, donc on peut utiliser pour recruter le personnage dessus, avoir les points de victoire, mais également les pouvoirs de la carte, ou bien on peut s'en servir pour générer l'objet qui est illustré sur la carte, ou alors pour générer l'ingrédient qui est là pour interagir avec les cités, faire des livraisons et tout ça. Mais comme si cet immense paquet de cartes n'était pas assez, on ajoute les paquets de catégorie A, je crois. Pour ça ici, on a les cartes de catégorie B, on a les cartes de catégorie C qui sont un peu comme les cartes histoire. Si vous décidez de vous lancer dans la campagne, il y aura donc des scénarios ou des chapitres où est-ce que vous aurez des choix à faire, des événements également, et selon ce que vous allez faire comme choix, selon aussi la façon dont vous allez gérer la situation, c'est possible que des personnages ou des cartes se joignent au deck et que lors des parties suivantes, vous rencontriez ces personnages-ci, entre autres, et là, c'est pas un spoiler ou quoi que ce soit, mais je vous montre une des cartes qui a rejoint mon deck. Il s'agit de Lone Shark Diego. Alors, il s'était passé un événement quelconque dont je ne vous parlerai pas, et puisque j'ai résolu cet événement, eh bien, ce personnage, Diego, a rejoint le paquet de cartes, donc dans toutes les parties suivantes, tant qu'il n'y aura pas un événement qui va retirer cette carte, ce sera possible pour moi d'aller le recruter et d'utiliser son pouvoir. Donc ça, c'est très, très, très intéressant, cet aspect-là qui ajoute une tonne de variabilité, mais en plus, et c'est un peu un pont vers cette direction-là, qui donne une grande richesse au mode campagne, parce que le mode campagne dans Maracaibo est génial. Ça vient réinventer un peu notre définition d'une campagne, parce que souvent les références qu'on a, ce sont des jeux de campagne style Descent, Gloomhaven, Charterstone, Seventh Continent, le 7e continent, où est-ce qu'on n'a pas le choix de continuer la campagne avec les mêmes joueurs avec qui on a débuté celle-ci, et au terme de la campagne, il y aura un seul gagnant, peut-être que ce sera celui qui aura le plus de victoires, peut-être que ce sera des points qui vont être attribués en cours de campagne, et peut-être que ce sera seulement la personne qui, au terme de la campagne, remporte le dernier scénario, un peu à la Assaut sur l'Empire, qui remporte toute la campagne. Ici, c'est complètement différent. C'est pas important que vous complétiez ou poursuiviez la campagne toujours avec les mêmes joueurs, parce que chaque chapitre est indépendant. Et ça n'aura pas un impact ou un aspect de progression. Oui, il y a une progression dans l'histoire, dans le visuel, la disposition du plateau et tout ça, mais chaque partie est indépendante. C'est-à-dire que si vous et moi, on joue à 2 joueurs le premier chapitre, eh bien, le gagnant de la partie va remporter cette partie-là et on va se serrer la main, on va se dire félicitations. Et ça se peut que lorsque j'invite d'autres personnes à venir jouer avec moi, je décide de continuer la campagne. Donc, on continue l'histoire que vous et moi, on a commencé, on a initié avec les événements qui se sont passés, mais il n'y a pas de continuation, il n'y a pas un aspect où est-ce que là, je commence maintenant ma partie avec des avantages parce que c'est moi qui ai gagné le dernier scénario, tout ça. Non, on recommence à zéro.
C'est seulement la continuation de la thématique de l'histoire, la mise en place également selon les choix qu'on a fait. Mais les autres joueurs, ben, c'est simplement quelques petits ajouts de règles ou de modifications de règles. C'est vraiment pas plus lourd de jouer la campagne que de jouer en mode normal. Alors c'est génial pour ça. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut jouer une campagne? Je parle de modification du plateau, de la mise en place, sans avoir une campagne Legacy où est-ce qu'on va venir barbouiller avec des crayons, à poser des autocollants, à déchirer des cartes. Oui, c'est une campagne Legacy ici, mais différente parce que nous aurons ces petites tuiles amovibles, les tuiles Legacy, que l'on viendra placer, et là je ne vais pas vous les montrer, mais qu'on viendra placer sur notre immense plateau. Vous remarquez que chaque emplacement est numéroté. On a également des flèches dans différentes positions et selon les événements qui vont se produire, parfois on va vous dire en fin de chapitre, allez récupérer la tuile L22 et L17 et placez-les aux emplacements correspondants. Et là, j'invente n'importe quoi, mais par exemple, dans l'événement qu'on vient de rencontrer, on s'est fait attaquer par un galion français, un bateau français, et ils ont pris d'assaut Port-Royal. Donc Port-Royal est présentement sous l'assaut de navires ennemis et présentement on ne peut pas aller là. Alors ça vient de rendre l'île complètement indisponible, ou parfois il peut y avoir des tempêtes dans certaines régions, ce qui rend le trajet beaucoup plus difficile. On peut découvrir de nouveaux emplacements qui ne sont pas là et tout ça va se faire grâce à ces tuiles. Si on décide de recommencer la campagne ou d'y jouer en mode normal, on fait seulement qu'enlever les tuiles, il n'y a rien de permanent, c'est tout simplement génial. Et pour justement l'aspect de campagne, de sauvegarde, on a glissé dans la boîte un joli petit sac bleu comme ceci, dans lequel on va mettre tous les éléments en lien avec la campagne, où est-ce qu'on est rendu, les tuiles qui étaient en place lors de la dernière partie, les cartes histoire également qui racontent un peu un résumé de ce qui s'est passé auparavant, les choix qu'on a fait, les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, les règles en lien avec les tuiles qui sont présentement disponibles. Et comme je vous le disais, c'est rien de trop lourd, c'est tout simplement satisfaisant. Alors j'aime beaucoup, comme vous pouvez le constater dans mon timbre de voix, cet aspect, le mode campagne dans Maracaibo, vraiment génial. Quelques petits éléments en rafale pour lesquels j'ai un peu de difficulté et quelques points négatifs en fait, là. La mise en place. La mise en place est très longue, principalement si vous n'avez personne autour de la table qui sait jouer, parce que les cartes sont excessivement, ridiculement difficiles à démêler. On a 3 paquets de cartes en quelque sorte, les catégories A, B et C. Et ça aurait été tellement simple de mettre un petit A, un B ou un C dans le coin. Mais en fait, ça a été fait pour les cartes de catégorie C qui ont un chiffre dans le bas juste ici. Ce sont les cartes de catégorie C. Mais pour les autres, il faut se référer à la couleur de la corde qui compose le cadre de la carte. Alors, si la corde est brun foncé, ce sera une carte de catégorie B, et si la corde est pâle, ce sera une carte de catégorie A. Mais c'est tellement subtil comme différence que de démêler les cartes, c'est une tâche ardue à chaque fois. Donc, en début de partie, pendant la mise en place, c'est difficile d'expliquer à un joueur qui n'a jamais joué comment il doit séparer les cartes, comment il doit préparer le paquet, tout ça. On a également une petite mise en place à faire avec ces fameux cubes qui représentent les différentes nations qu'on peut rencontrer et qu'on doit venir placer sur les pistes juste ici, 2 par 2, collés les uns contre les autres. C'est long, c'est pas que c'est désagréable, mais c'est long un peu pour rien. On a également tous nos petits disques bruns ici, comme ça, qu'on doit venir empiler un par-dessus l'autre en paquet de 2 et venir apposer sur notre petit plateau ici pour représenter les différentes améliorations. Ça non plus, c'est pas difficile, c'est juste une petite étape, mais ces disques-là, ces disques-là sont minuscules. Ils sont de la même couleur que ma table. Quand ils sont sur la table, on les perd de vue et ils sont tellement petits et glissants que c'est difficile de les mettre en équilibre et qu'ils restent là. Des fois, ça se déplace et on se demande, bon, où est-ce qu'était mon amélioration, tout ça.
Dans Great Western, je fais encore une comparaison, de mémoire, on avait des... Est-ce qu'on avait ça? Des espèces de plateaux... à double fond, double épaisseur, je me souviens pas exactement. Si c'est le cas, ou si vous vous en souvenez, faites-moi le savoir dans les commentaires sous la vidéo. Et là, c'est pas un indispensable, mais ça aurait au moins réglé une partie du problème avec ces minuscules petits disques qu'on aurait tout simplement pu faire un peu plus gros, dans une autre forme ou peut-être d'une autre couleur. Je sais pas exactement quelle aurait été la meilleure solution, mais bon. Alors c'est probablement mes seules petites contre-indications en lien avec le jeu, la mise en place, ces petits éléments tannant à venir placer. Il y a peut-être le fait également que l'expérience de jeu peut être assez longue. À 4 joueurs, je crois que notre partie a duré environ 3h20, 3h30. Excluant les explications. Alors c'est un jeu qui est assez complexe, il faut prévoir un bon 45 minutes peut-être maximum d'explications, plus le temps de se familiariser avec le jeu. Alors prévoyez un bon bloc de 4 heures et peut-être plus pour une partie à 4 joueurs. Finalement, le dernier aspect dont je vais vous parler, c'est le mode de jeu en solitaire. Alors c'est bien simple. Je dirais que 95% des règles habituelles s'appliquent normalement aux joueurs. On vient ajouter un paquet de cartes automa. En début de partie, vous devrez, et non pas... en début de partie, vous devrez déterminer la difficulté de l'automa que vous désirez affronter. Si vous voulez qu'il soit très facile, on va vous dire, allez chercher les 5 cartes A dans le paquet automa. Vous allez jouer seulement avec celle-ci. Si vous désirez jouer à difficulté difficile, on va vous dire, allez chercher une carte C et ajoutez-la. Difficulté normale, une carte B et ajoutez-la. Et ainsi de suite. Donc, le paquet devient de plus en plus gros, mais de plus en plus difficile également. Les cartes sont en ordre de difficulté. A étant des cartes faciles, C étant des cartes très difficiles, des occasions pour l'automa de faire plus de points de victoire, récupérer des quêtes supplémentaires. Donc la gestion de l'automa avec les cartes habituellement est très très simple. On va sur la carte, je ne sais pas si vous allez bien voir, on va vous indiquer ce que l'automa doit faire, s'il peut faire. Par exemple, il va ici se déplacer de 1. Ici, il a le choix entre prendre le chemin du haut ou le chemin du bas, puisque la flèche est vers le bas, il va passer vers le bas. On doit ensuite vous dire que s'il a l'occasion de s'arrêter sur une case avec une quête, il va s'arrêter, il va récupérer la quête et son tour va s'arrêter. Mais si ce n'est pas le cas et qu'il arrête dans des cités, parce que l'automa, contrairement à un joueur habituel, va se déplacer uniquement d'une cité à l'autre. Et vous devez savoir que les cités sont peu nombreuses sur le plateau, alors il va faire le tour de l'archipel très rapidement et va mettre aux joueurs une grande pression. Donc, s'il s'arrête dans la cité, s'il peut, il va faire une livraison, ce qui va lui débloquer beaucoup d'occasions de faire des points de victoire, mais qui va également nous limiter pour les livraisons disponibles, ou il va tout simplement se débarrasser d'une des cartes qui font partie des cartes disponibles pour le recrutement, et il va gagner un point d'influence avec la France. Parfois, ce sera donc des points de victoire ou récupérer une quête supplémentaire. Des fois, ce sera des combats. Donc, l'étape des combats avec l'automa est probablement l'étape la plus longue ou difficile à gérer. C'est justement certaines circonstances comme ça que dans le livret de règles, c'est pas tout à fait clair comment l'automa va gérer ça. Il manque des petits mots ici et là importants, des bouts de phrases qui font la différence, des circonstances ou des exceptions qui ne sont pas là. Alors bref, l'automa est là pour mettre beaucoup de pression, mais également, il faut être excessivement attentif à ce qu'il fait, parce qu'en fin de partie, il va avoir une espèce de plateau comme ceci, mais propre à lui. Il va faire une tonne de points si on l'a laissé prendre les devants dans l'exploration, dans les quêtes ou dans les améliorations de son bateau. Il peut faire vraiment une tonne de points, mais c'est ce qui est plaisant avec ce jeu, c'est qu'on peut continuer la campagne en solitaire comme je l'ai fait. Moi, j'ai joué, je pense, les 4 premiers chapitres seul. Après ça, j'ai joué avec mes 3 amis la suite du chapitre 4 et j'ai fait le chapitre 5 en solitaire par la suite.
Au final, c'est pas important si c'est moi ou si c'est l'automa qui va remporter la partie parce que la campagne progresse quand même. L'histoire avance quand même. Oui, c'est l'automa qui peut, dans certaines circonstances, déclencher les décisions ou les événements, mais au final, c'est toujours moi qui va trancher et même si l'automa me bat, parce qu'il peut être assez difficile à battre selon le niveau de difficulté et selon les circonstances, ça ne changera rien. On va passer au prochain chapitre quand même après. Alors c'est satisfaisant, c'est pas trop frustrant non plus parce que l'automa est fait pour nous mettre beaucoup de pression. Pour accélérer la partie beaucoup, il le fait très très bien. Alors voilà ce que j'avais à vous dire sur Maracaibo, ce jeu qui selon moi est vraiment une perle, une bombe ludique. Y avoir joué avant, je l'aurais très sérieusement considéré dans mon top 3 des meilleurs jeux de l'année 2019. Je crois qu'il aurait probablement pris la 3e place, peut-être la 2e. Il y aurait eu compétition féroce entre lui et Sierra West, mais je pense que Maracaibo aurait balayé complètement Paladin du Royaume de l'Ouest, que j'avais alors placé en 3e position. Un excellent jeu que je recommande si vous cherchez un jeu pour jouer en mode campagne avec un aspect de progression, une histoire, des décisions à prendre, mais que vous ne voulez pas nécessairement toujours avoir l'obligation de jouer avec les mêmes joueurs. Maracaibo est génial pour ça. Le mode normal également est très très bien pensé. Alors vraiment un excellent jeu que je ne saurais trop recommander si vous aimez les gros jeux de stratégie, bien évidemment. Alors laissez-moi des commentaires sous la vidéo. Avez-vous eu la chance d'y jouer? Que pensez-vous pour l'instant du mode campagne, des choix que vous avez eu à faire? Avez-vous terminé la campagne? Si oui, dites-moi un peu sans me gâcher quoi que ce soit, mais qu'est-ce que vous avez pensé de votre expérience complète? Est-ce que c'est un titre qui vous intéresse? Attendez-vous la version française pour mettre le grappin dessus? N'oubliez pas, mois de mars avec Super Meeple pour la version française. Donc laissez-moi tous ces commentaires sous la vidéo. Envoyez-moi un pouce vers le haut également si vous avez apprécié cette critique et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. 1, 2